on est très heureux de vous accueillir tous les deux pour cette nouvelle séance de l'Université ouverte. Et je vais dire quelques mots pour présenter Valérie Guillard. Et pour commencer, donc, Valérie est professeure en marketing à Dauphine. C'est une ancienne étudiante de Dauphine. À moitié, même à un quart, puisque Puisque voilà, j'ai fait un mon... master Oui, en 2006, voilà, marketing et tout à stratégie, fait. et une thèse en 2009, un doctorat de sciences de gestion à Dauphine également, et puis ensuite une HDR en 2015 qui a porté sur les relations des consommateurs aux objets. Tout à fait. Et eh bien, Valérie Guillard a aussi participé à nombreuses recherches au cours de ces dernières années, et peut-être que ce qui va nous être présenté aussi aujourd'hui fait partie de ces recherches en cours avec Monsieur Johnson. Et vous nous en direz plus sur, bien sûr, sur ces aspects de collaboration. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est réservé aux Blancs, la discrimination en marketing. Et on peut dire aussi que vous êtes déjà venu à l'université ouverte il y a presque 3 ans, jour pour jour. Donc vous êtes une fidèle de ces événements. Vous nous aviez parlé à ce moment-là de la boulimie d'objets. Pourquoi est-ce qu'on stocke, on conserve tant d'objets? Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir à nouveau aujourd'hui, et bien sûr tous les deux. Et pour présenter votre collègue, je passe maintenant la parole. Je vous passe maintenant la parole. Merci. Voilà, alors moi je vais présenter Guillaume Johnson. Donc Guillaume est chargé de recherche CNRS en marketing multiculturel et plus spécifiquement, je pense spécialisé sur en tout cas actuellement sur les dynamiques raciales des marchés. Vous avez un profil assez international, c'est même assez impressionnant. Donc vous avez enseigné le marketing en Afrique du Sud pendant 6 ans à l'université de Rhodes. Et vous avez enseigné également alors en 2014 en Chine, également 1 an, ce qui est quand même assez remarquable, je trouve. Et vous êtes chercheur donc à Dauphine depuis 2015, chercheur CNRS, et vous avez obtenu votre HDR également en 2015 comme Valérie. Voilà. Donc je vais vous laisser maintenant faire votre présentation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, tout d'abord, un grand merci donc à Cécile pour nous inviter effectivement à cette présentation. On est ravis d'être là, Guillaume et moi-même. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil aussi sur l'affiche que je trouve personnellement et que nous trouvons vraiment très belle. Donc, merci pour l'affiche. Voilà, remerciements aussi bien sûr à la technique pour la mise en œuvre de cette conférence. Et puis, merci de venir nous écouter sur ce sujet qui nous intéresse, bien évidemment. J'en profite également pour remercier Guillaume pour cette belle collaboration sur ce projet de recherche. Alors, en fait, voilà, donc nous allons parler d'un thème, et vous voyez un petit peu, entre guillemets, l'ambiance derrière nous. Cette présentation va être en fait intitulée « Réservé aux Blancs, les discriminations en marketing ». Alors en fait, je vais juste faire un petit lien et mon lien en fait personnel à ce sujet de recherche, qui n'est pas fondamentalement mon sujet de recherche entre guillemets. Donc en fait, j'avais le plaisir déjà de venir ici sur la boulimie d'objets et sur pourquoi on se sépare ou non des objets. Et en fait, voilà, moi mon thème c'est la séparation des objets. Et finalement, quand on parle en fait de discrimination, vous allez voir qu'on parle également de séparation. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai thème, un vrai fil conducteur effectivement sur la séparation. Alors, en fait, discriminer en fait c'est séparer, séparer à cause d'un handicap par exemple, séparer parce que on a un nom ou un prénom à consonance étrangère, séparé à cause de la couleur de peau, ou alors parce qu'on est trop vieux, trop jeune, trop gros, trop blond, trop blanc, trop plein de choses. Et donc, effectivement, c'est ce dont on va parler avec Guillaume dans cette présentation. En fait, je vais structurer la présentation en 4 points. Tout d'abord, en fait, on va passer pas mal de temps à définir ce qu'est la discrimination, parce que c'est extrêmement complexe à définir. Puis, on va voir un petit peu quelle forme cette discrimination elle peut prendre.
Et après, donc, je passerai effectivement, et enfin, je ferai un petit point sur la discrimination et le marketing, puisque nous sommes tous les deux, nous évoluons dans le champ du marketing. Et après, en fait, je passerai la parole à Guillaume, qui présentera une enquête qui a été faite pour montrer, en fait, pour prouver, entre guillemets, qu'il y a bien de la discrimination, et notamment dans les chambres d'hôtes. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer. Et puis, à la fin, donc, Guillaume présentera un réseau donc, dans lequel, en fait, il évolue, un réseau de recherche qui s'intéresse à ces questions-là, notamment. Alors, tout d'abord, donc, qu'est-ce que la discrimination? Ici, vous avez le mot discrimination. En fait, le dictionnaire le définit comme, ça vient du latin, discriminis, qui signifie établir une distinction, une séparation, une différenciation entre des objets. Donc, voilà la définition, j'ai envie de dire, commune de ce terme. Et bien sûr, le droit définit aussi ce terme comme discriminer consiste à traiter de manière inégale et défavorable un ou plusieurs individus sur la base d'un critère illégitime. Donc en fait, ici, bien sûr, le droit va un peu plus loin dans cette définition. Et surtout, en fait, ici, il y a un élément qui est extrêmement fondamental, c'est le critère illégitime. Alors, qu'est-ce qu'un critère ou quels sont les critères illégitimes que le droit, en fait, a donné, parce qu'en fait, ça évolue en plus. Au début, on avait 5 critères, après 10, 19, et maintenant, on en a 23 critères. Évidemment, je ne vais pas tous les lister, ce n'est pas très intéressant. Mais, donc, par exemple, vous avez le genre, bien sûr, l'apparence physique, l'état de santé, l'orientation sexuelle des personnes, l'appartenance à une ethnie, les revenus, donc le milieu familial, social, etc. Donc, en fait, de ces critères, eh bien, si vous discriminez, c'est-à-dire si vous avez un traitement différentiel selon ces critères, eh bien, évidemment, c'est condamnable et au tribunal civil et au pénal, bien entendu. Alors, définir la discrimination, c'est bien, hein, on voit que c'est une séparation, un traitement différentiel, etc. Mais par contre, on a aussi décidé de voir, mais qu'est-ce que ce n'est pas? En fait, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que c'est toujours assez confus, c'est mélangé en termes de concepts. La discrimination, en fait, ce n'est pas tous ces termes qui finissent en isme, donc c'est-à-dire comme le communisme, le racisme, l'agisme, le jeunisme, voilà. Donc en fait, tout cela, si vous voulez, ça, ce sont des idéologies. Donc c'est différent de la discrimination, dans le sens où la discrimination, c'est une action, et on va le voir, tandis que voilà, tout ce qui est présent ici sur cette diapositive, là, ça relève du domaine de l'idéologie. Bien entendu, la discrimination, elle puise les racines, elle les puise dans les différentes idéologies. Donc voilà, en cela, c'est différent de ces idéologies. Pareil, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce ne sont pas non plus des inégalités. Alors, les inégalités, qu'est-ce que c'est? Ce sont des états de fait qui peuvent exister et être expliqués par beaucoup de critères autres que les discriminations, des critères économiques, vraiment des choses bien différentes et qui s'éloignent de la discrimination. Mais bien entendu, le fait de discriminer, de séparer et faire un traitement différentiel à l'égard de certaines personnes crée des inégalités. Donc tout cela pour vous dire que finalement, la discrimination, en fait, c'est un chaînon manquant, comme le dit donc ici l'auteur Didier Fassin, entre d'une part les discriminations, dans lequel effectivement on puise des idées, et bien sûr c'est générateur aussi d'inégalités. Donc c'est vraiment entre guillemets entre ces deux concepts que en général on connaît bien. Et dit différemment, mais ça résume bien. En résumé, donc une discrimination, c'est caractérisé par un traitement différentiel à l'endroit d'une personne ou d'un groupe pour un motif prohibé. Donc là, ce sont les critères dont je viens de parler et qui génèrent des conséquences négatives pour celle ou celui-ci. Alors ici, vous voyez quand même que donc c'est un traitement différentiel. Nous allons voir que ce traitement il peut être négatif, mais aussi positif, parce que voilà, on va le voir dans les différentes formes. Donc voilà sur en fait comment on définit la discrimination. Ensuite, je viens sur mon deuxième point, donc quelles sont effectivement les formes de la discrimination. Alors en fait, ici, c'est ce que je viens de sous-entendre. Vous avez une première forme, c'est la discrimination positive, et ça, je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Et puis, vous avez une autre forme de discrimination, c'est la discrimination directe versus indirecte. Alors, je vais commencer plutôt par ces exemples-là. Alors, en fait, la discrimination, donc, elle peut être directe, donc elle peut être soit individuelle, soit institutionnelle. Alors, une discrimination individuelle, donc déjà, ce qui les caractérise, les deux, c'est l'intention de discriminer. C'est vraiment, voilà, vous avez sciemment l'intention de séparer les groupes et de leur infliger un traitement différentiel. Individuel, alors j'ai pris en fait un exemple qui est un exemple d'entretien que j'ai conduit sur le don d'objets, puisque encore une fois, c'est plutôt voilà, mes sujets.
Et donc une femme de 27 ans me dit, au cours de l'entretien, donc c'était sur le don notamment de vêtements, elle me dit: je veux bien donner mes fringues, mais je ne veux pas que les Roms en profitent. Ici, alors, toute petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais il n'y a pas de faute d'orthographe. Les Roms, c'est bien du romani. Et effectivement, quand on prend cette langue-là, il y a deux R et non pas qu'un seul R. Donc, voilà, je vous le dis en passant, parce que moi-même, j'avais été très surprise de découvrir. Ici, en fait, vous voyez qu'il y a une intention, une vraie intention en fait, de discriminer, puisque cette femme ne veut pas que ses vêtements soient portés par des Roms. Autre exemple, donc lorsque c'est institutionnel. Alors attention, mon exemple est complètement fictif, mais je vais vous en donner un autre. J'ai voulu mettre un exemple un peu dans le même esprit. Il y aurait eu discrimination, et il y aurait discrimination directe institutionnelle si une association disait à ses bénévoles de ne pas redonner des habits en fait, à cette catégorie de personnes et donc aux Roms. Et là, donc, c'est institutionnel. Là, ça doit peut-être vous faire penser à des exemples bien concrets, par exemple, notamment, souvent les vigiles, dans les boîtes de nuit, mais même dans des magasins de luxe, par exemple, ne veulent pas que certaines personnes, selon certains critères, entrent dans ces lieux. Et là, en général, ce n'est pas le vigile qui décide, mais c'est l'institution ou l'entreprise qui dit non, on ne veut pas que ces personnes rentrent dans ces établissements. Donc, vous voyez, à l'institutionnel, parce que ce n'est pas la personne qui est en contact du client qui dit non, vous n'allez pas rentrer, mais entre guillemets, ça vient de plus haut et d'une autre décision. Autre point sur autre forme de la discrimination, en fait, la discrimination, elle peut être indirecte. Et là, en fait, il n'y a aucune intention de discriminer, mais dans les faits, les personnes sont discriminées. Un exemple ici, donc une mesure en fait qui favorise les salariés à temps plein versus ceux à temps partiel peut constituer une discrimination indirecte fondée sur le genre, puisqu'en fait on sait que les femmes travaillent davantage à temps partiel qu'à temps plein. D'accord ? Donc vous voyez qu'ici en fait les femmes sont discriminées, mais en fait c'est pas directement elles qui le sont, mais par contre par des mesures, par des lois, eh bien elles sont discriminées. Un autre exemple, ça pourrait être effectivement une entreprise qui pourrait dire bah, moi, je ne recrute pas pareil des femmes en dessous de 1,80 m. Et on sait, c'est encore vrai, même si ça change, que les femmes sont encore un peu plus petites que les hommes. Et donc, ce serait encore une discrimination à l'égard des femmes parce qu'effectivement, il y aurait cette loi qui viserait effectivement à séparer ces deux groupes sociaux. Autre forme, en fait, vous avez une discrimination donc, qui est positive. Alors ici, dans la discrimination positive, la caractéristique, c'est favoriser certains groupes de personnes victimes de discrimination systématique. Donc la discrimination positive, elle vient des États-Unis et notamment, elle est notamment, j'ai envie de dire, visible et donc appliquée dans le service public. Tout ce qui est marché public, les institutions, les écoles, etc. Alors, qu'est-ce qu'une discrimination positive ? C'est un peu remettre les choses entre guillemets, c'est lutter contre les inégalités, c'est donner des droits à ceux à des minorités, souvent qui elles-mêmes sont discriminées de toute façon et en inégalité. Ici, donc, j'ai pris un exemple français, les ZEP notamment, donc les zones d'éducation prioritaire. Donc, c'est les premiers, effectivement, c'est le premier exemple en France du concept de discrimination positive, où là, en fait, on donne plus de moyens aux lycées, aux écoles qui appartiennent dans ces zones. Voilà, parce qu'on sait que ce sont des zones, entre guillemets, défavorisées de par, effectivement, la population qui vit dans ces zones. Alors, en fait, vous pensez bien que la discrimination positive, elle a quelques problèmes, elle est aussi controversée, parce qu'effectivement, quand vous êtes recruté, par exemple, via des critères de handicap, de genre, pour effectivement restituer une certaine inégalité, après, la première chose auquel on pense, c'est oui, mais cette personne, donc, n'a pas les compétences, puisqu'en fait, on la recrute juste pour des critères qui sont autres. Donc, c'est vrai que c'est assez controversé, la discrimination positive. Certaines universités, en fait, et certaines institutions publiques, comme je pense à Sciences Po, ont fait, en fait, des parcours, effectivement, des parcours autres, pour que ces personnes, effectivement, ne prennent pas les places des personnes des étudiants, par exemple, qui passeraient les concours dans les universités ou à Sciences Po, par exemple. Donc, effectivement, voilà, il y a une façon, effectivement, de faire la discrimination positive sans pénaliser aussi ceux qui prennent, effectivement, le parcours plutôt classique. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu la définition, on a vu les différentes formes qu'elle pouvait prendre, ici, on va voir aussi quel champ, en fait, théorique, étudie, en fait, ces discriminations. Alors, en fait, on a tout ce qui relève de la sociologie, bien sûr la philosophie, le droit, évidemment, on en a un petit peu parlé. Alors, nous, les sciences de gestion, parce que tous les deux, nous sommes en sciences de gestion, les discriminations sont très étudiées, mais au niveau donc, des ressources humaines. Voilà, par exemple, Amadieu, mais ce n'est pas le seul, il étudie beaucoup donc, ce type
de problèmes, entre guillemets, dans le recrutement avec les CV anonymes. Mais non, c'est plus d'actualité, mais par exemple, les CV anonymes, etc. Et nous, on s'est posé la question, bah oui, mais quid du marketing? Parce que quand même, nous sommes quand vous faites du marketing, vous êtes comme dans la relation à autrui. Donc, effectivement, si vous avez des critères, voilà, vous avez des critères différents selon les clients qui s'adressent à vous, ça relève certainement de la discrimination. Donc, dans quel cas et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors ici, sachant que le code pénal définit donc dans l'article 225.2, il circonscrit les domaines d'application donc aux relations sociales marchandes. Donc dans ces relations sociales marchandes, vous avez notamment l'accès à l'emploi, on vient d'en parler un tout petit peu, l'accès au logement et à l'éducation, mais aussi la fourniture d'un bien et d'un service. Donc nous, en fait, c'est ici qu'on se situe dans nos travaux. Alors en marketing, en fait, il y a beaucoup de travaux sur, notamment qui peuvent se résumer sur Shopping While Black. Ici, en fait, alors on a juste mis 2 exemples hein, voilà, juste pour vous donner une petite idée de ce qui est étudié. Beaucoup de travaux parlent du ressenti discriminatoire chez la personne justement qui subit ou qui ressent subir une discrimination. Donc là, par exemple, dans des études, on montre que les personnes noires ressentent beaucoup plus la discrimination que les personnes blanches. Mais en fait, c'est un ressenti. Ce n'est pas forcément qu'il y ait eu un acte de discrimination, mais c'est un ressenti. Autre chose, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été étudiées sur donc les suspicions du vendeur. Et là, en fait, l'exemple, c'était intéressant, c'était, vous savez, quand vous achetez des lunettes, notamment des lunettes de soleil, on enlève l'alarme pour que vous puissiez les voir si elles sont bien ajustées à votre visage, etc. Et là, en fait, donc, que ce soit une personne noire ou une personne blanche, parce que c'est des études qui ont été conduites aux États-Unis, donc c'est souvent effectivement les deux, voilà, ces deux groupes sociaux qui sont pris pour les expérimentations. Ici, en fait, la personne, dans les 2 cas, en fait, le vendeur a enlevé l'alarme. Mais par contre, effectivement, le vendeur suit davantage du regard, surveille un peu plus le client lorsque la personne est noire que lorsque la personne est blanche. Donc en fait, là, ici, ça montre qu'il y a de la discrimination, parce qu'en fait, le problème de la discrimination, c'est la preuve, en fait. C'est comment prouvez-vous qu'il y ait discrimination. Et ça, c'est le plus compliqué, évidemment, sur ce sujet-là. Autre chose ici, et toujours dans le champ du marketing, dans ces études, en fait, si vous voulez, il y a, on va dire, 2 logiques dans la discrimination. Il y a une logique qui est ascendante et une logique horizontale. Alors, la logique ascendante, c'est dire, effectivement, souvent, les gens ont un ressenti discriminatoire, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce sont leurs préjugés qui font que, à l'égard des entreprises, qui font qu'effectivement, ils disent qu'il y a discrimination. Il n'y a pas vraiment de discrimination, elle n'est pas vraiment prouvée, mais par contre, eux-mêmes ressentent voilà, je veux dire, cette discrimination parce qu'ils se disent que de toute façon, comme ils sont noirs, eh bien, les entreprises les traitent moins bien que s'ils étaient non noirs et donc blancs ou autre nationalité. Donc ici, ou au groupe social. Donc si vous voulez, ça part vraiment de cela. Mais par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la discrimination existe également dans une logique horizontale, c'est-à-dire entre consommateurs. Et là, pour vous montrer et pour vous expliquer cela, en fait, nous avons pris un champ, donc la consommation collaborative. Donc c'est un champ en général qui est assez connu. Il y a effectivement ici par Florence Benoît-Moreau une présentation sur la consommation collaborative. En 2 mots, rappelez-vous, hein, ce sont des échanges qui ont lieu peer-to-peer, donc entre consommateurs, sur des plateformes que vous voyez ici de par les exemples, via une masse critique de consommateurs. Et là, voilà, on se met d'accord pour louer un appartement, pour vendre un objet sur le bon coin, etc., etc. Et en fait, donc il y a eu beaucoup de cas de discrimination. Moi-même, j'ai étudié un peu la consommation collaborative sur les objets. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, alors lorsque les gens, vous savez, vous répondent, par exemple sur le bon coin, lorsqu'ils font des fautes d'orthographe, par exemple, lorsque ils ne disent même pas bonjour, lorsque j'entends leur voix, parfois je me méfie parce que je ne laisse pas rentrer, entre guillemets, n'importe qui à la maison, etc. Donc en fait, même dans ce discours, on entend effectivement quelques discriminations à l'égard des potentiels clients. Et en fait, donc, cette discrimination, elle a été très, pour le coup, contestée et très médiatisée, en fait, notamment sur la plateforme Airbnb, d'accord? C'est-à-dire sur la location d'appartements. Ici, en fait, voilà, je mets juste 2 personnages, mais notamment des personnes noires, en fait, ont essayé de louer des appartements un peu n'importe où, que ce soit aux États-Unis, même en France, en fait, hein, dans les 2 pays. Et en fait, voilà, lorsqu'ils mettaient voilà, leur profil ou lorsqu'ils parlaient de leur nom, eh bien, effectivement,
entre guillemets comme par hasard, l'appartement n'était plus libre ou pas libre à cette date, voire éventuellement même il était très cher, il était beaucoup plus cher que si vous aviez été effectivement une personne blanche. Et là, en fait, ça vraiment, j'ai envie de dire, ça concerne toute la population parce que même les gens un peu connus, entre guillemets, comme ici John Rashid, qui est un humoriste en fait, voilà, qui se lance, c'est pas très, très longtemps. Et là, en fait, il explique, voilà, donc j'ai jamais réussi à louer un appart sur Airbnb, pardon, et j'ai essayé 10 fois. Donc, j'ai changé ma description. Et si vous regardez dans sa description, effectivement, il dit que voilà, il, il a toutes des activités. Il est 3 fois champion de France de nettoyage d'appartements. Il est médaillé olympique de gentillesse avec le voisinage. Après, il explique son prénom, que ses parents ont une passion pour l'Orient, etc., etc. Ouais, oui, c'est un humoriste, hein. Mais n'empêche que voilà, même les gens connus ont ces problèmes de discrimination. Et là, d'ailleurs, dans son post, il finit d'expliquer qu'il n'a jamais réussi à louer un appartement, sauf lorsque c'est un de ses amis, effectivement, qui l'a loué pour lui. Voilà, donc en fait, ici, tout le problème, en fait, vient, je vous dis, surtout donc, du ressenti des personnes. Ça peut être voilà, une façon, effectivement, de dire qu'il y a discrimination. Et aussi, le problème de discrimination, c'est le prouver. Et pour ça, en fait, c'est la raison pour laquelle on fait des testings, donc des expérimentations. Et là, justement, il y a une expérimentation qui a été faite sur les chambres d'hôtes. Et je vais laisser Guillaume vous présenter ce testing. D'accord. Donc Valérie vous a présenté la théorie sur les discriminations. Maintenant, je vais plutôt vous présenter la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme étude? Donc, on s'est intéressé aux discriminations dans les chambres d'hôtes en France. On a réalisé un testing. Donc, on s'est intéressé à 2 dimensions. Valérie vous a listé un peu les différents traits de discrimination. Nous, on s'est intéressé à la domiciliation et également à la consonance des noms. Donc, on a créé 4 profils, 4 couples. Marie et Nicolas qui viennent de Neuilly-sur-Seine, Marie et Nicolas qui viennent de La Courneuve. Donc, on a utilisé Neuilly-sur-Seine versus La Courneuve pour manipuler la domiciliation. Et également, on s'est intéressé à la consonance des noms, donc avec des origines supposées. Donc, Marie et Nicolas versus Amira et Mohamed. Donc, Amira et Mohamed, également qui viennent de Neuilly-sur-Seine et de La Courneuve. Donc, on avait 4 profils, 4 couples, et chaque couple a envoyé 40 emails à 40 chambres d'hôtes différentes. Et donc, voici le mail qu'ils ont envoyé. Donc, ça, c'était en 2013, en février 2013. Donc, voilà, on a un autre couple qui envoie son mail. Donc, c'est: bonjour, nous désirons obtenir quelques informations sur votre établissement. Nous sommes en train d'organiser notre mariage qui aura lieu cet été. Nous pensons passer notre lune de miel dans votre région. Nous aimerions en savoir plus quant à vos disponibilités sur les week-ends du mois de septembre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer une description de vos suites et nous indiquer si oui ou non vous avez une chambre double disponible sur la période? Cordialement. Donc après, on signait Marie et Nicolas ou Amira et Mohamed, et l'adresse c'était soit La Courneuve, soit Neuilly-sur-Seine. Voilà, donc ça c'est le mail qu'on a envoyé. Donc on a sélectionné au hasard 160 chambres d'hôtes, et chaque couple contactait 40 chambres d'hôtes. On a envoyé les mails, et après, 2 semaines plus tard, on a analysé les réponses, et on les a analysées de 2 façons. Premièrement, on s'est intéressé aux discriminations formelles, donc on s'est intéressé à l'accès. Est-ce que le couple avait accès ou pas à la chambre d'hôte? Donc on s'est intéressé aux réponses. Et également donc aux réponses, est-ce que la chambre d'hôte a répondu ou pas au couple, et aux réponses positives. Donc est-ce que la réponse était positive? C'est oui, on a de la place, venez chez nous. Donc ça, c'était la première mesure, c'était l'accès, en termes d'accès. Et la deuxième mesure, c'était en ce qui concerne le traitement. Donc là, on s'est intéressé plutôt au contenu du mail. On s'est intéressé vraiment au temps mis pour répondre, et deuxièmement, on s'est intéressé au nombre de mots que la chambre d'hôtes avait utilisé dans son mail. Donc voici nos résultats. Donc premièrement, les résultats, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas trouvé d'effet de la domiciliation. Donc vous voyez ici un peu que vous habitiez Neuilly-sur-Seine ou La Courneuve. Bon, on peut dire qu'à La Courneuve, ils ont moins de réponses qu'à Neuilly-sur-Seine, mais la différence n'est pas assez importante pour vraiment pouvoir en tirer des conclusions.
Par contre, vous voyez qu'il y a quand même déjà une différence. Marie et Nicolas reçoivent quand même déjà plus de réponses que Amira et Mohamed. On voit ça un peu plus dans le slide suivant. Donc, en termes de réponses, vous voyez, Marie et Nicolas, ils reçoivent plus de réponses que Amira et Mohamed. Et pareil, Marie et Nicolas reçoivent plus de réponses positives. Donc, c'est, bah oui, on a de la place, venez chez nous, que Amira et Mohamed. Donc, là, on voit vraiment une tendance qui se dégage, mais statistiquement, quand on fait une analyse là-dessus, on voit que les différences ne sont pas très importantes. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a une grande discrimination en termes d'accès. Par contre, quand on regarde la discrimination plus informelle, donc là, c'est quand on compare le temps mis pour répondre et le nombre de mots, là, on se rend compte que les chambres d'hôtes mettent beaucoup plus de temps à répondre à Amira et Mohamed que pour Marie et Nicolas. Et pareil, ils utilisent beaucoup plus de mots dans le mail pour Marie et Nicolas que dans le mail à Amira et Mohamed. Ce qui est intéressant, parce que souvent, quand on met du temps à répondre, on se dit on va écrire un mail plus long. Ici, c'est le cas inverse. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'ils mettent plus de temps à répondre, et quand ils répondent, ils utilisent moins de mots. Donc, c'est un résultat assez intéressant. On voit, donc c'est vraiment une petite étude qui a été réalisée sur un petit échantillon qui a été réalisé il y a de ça 5 ans. Mais nos résultats, ce qu'ils mettent en exergue, c'est que finalement, on parle souvent des discriminations en termes d'accès, surtout quand on parle des discriminations en marketing. On va parler du logement, accès au logement ou accès aux boîtes de nuit. Alors que dans notre cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une discrimination en termes d'accès, mais surtout la discrimination se situe au niveau des traitements, du traitement qu'ont reçu les consommateurs en termes de le temps mis pour répondre et puis le nombre de mots utilisés. Et donc, tout ça, ça amène à la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les consommateurs soient traités de la même façon. Et une des solutions, c'est l'uniformisation. Donc, on traite tous les consommateurs de la même façon. Et le problème, c'est que cette solution, l'uniformisation, ça va à l'encontre de la philosophie marketing, ce qu'on appelle la relation client. C'est-à-dire qu'on est censé traiter tous les clients de manière différenciée. Et ici, oui, mais on les traite de manière différenciée, mais aussi à cause de leur nom ou à cause de leur adresse. Donc, une des solutions, c'est l'uniformisation qui pourrait être tentée. C'est ce qu'a fait Airbnb. Airbnb, ils ont eu des problèmes de discrimination, donc ils ont tenté l'uniformisation dans les réponses données aux consommateurs, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, ils ont essayé une deuxième tactique qui était de faire signer une charte de déontologie. Mais ça également, ça n'a pas fonctionné. Les discriminations ont continué sur la plateforme. Donc, ce qui s'est passé après, donc il y a des consommateurs qui ont dit si Airbnb ne veut pas nous, on va créer notre propre plateforme de voyage. Donc, on a aux États-Unis, il y a cette plateforme qui s'est créée, ça s'appelle Noirbnb. Donc, c'est une plateforme qui est spécialisée, qui cible essentiellement les consommateurs noirs en disant sur notre plateforme, vous n'allez pas être discriminé. Okay. Et aux États-Unis également, donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Green Book. Donc c'est un bouquin c'est le guide du routard. C'est le guide du routard utilisé dans les années 30, dans les années 40 pendant la ségrégation raciale aux États-Unis. Pendant la ségrégation raciale aux États-Unis, les Noirs ne pouvaient pas avoir accès à tous les hôtels, restaurants et ainsi de suite. Donc il y avait un Green Book qui indiquait dans quel bar et dans quel restaurant ou quel hôtel les Noirs pouvaient aller. Donc ça existait dans les années 30 jusque dans les années 60 avec la fin de la ségrégation. Ils ont arrêté de publier ce livre. Mais maintenant, avec toutes ces études sur les discriminations, il y a un discours qui dit peut-être qu'il faudrait remettre le Green Book à jour et puis avoir un TripAdvisor Green Book qui indiquerait aux consommateurs noirs où aller pour leurs vacances. Donc, ce que je vous ai présenté, c'était une étude qui a été réalisée, que nous avons réalisée en 2013.
Donc on était un peu les pionniers, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur les discriminations en marketing, mais depuis, il y a de nombreuses études qui ont été réalisées. En 2014, il y a une étude qui a été réalisée pareil, ils avaient utilisé des emails, et ça avait été réalisé dans des écoles privées, donc ils avaient envoyé des emails avec des noms différenciés dans des écoles privées, et ils montraient qu'en effet, il y avait des discriminations dans les écoles privées. Ensuite, là, plus récemment, il y a eu des études à Villeurbanne dans les banques. Donc là, ils n'avaient pas utilisé des emails, ils avaient utilisé des clients mystères. Donc ils avaient envoyé un client noir et un client blanc dans la banque. Et ils voyaient un peu ce qu'ils avaient en termes d'accès au crédit. Donc ils s'intéressaient s'ils avaient les mêmes taux. Okay, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait des différences de taux, mais pas seulement, ils se sont rendus compte également qu'il y avait des discriminations en termes de traitement. Par exemple, le consommateur noir, le client noir, quand il est dans une banque, bon, on ne lui offrait pas un café, par exemple, alors que souvent on offrait un café au consommateur blanc. Et ça a également été prouvé, c'est quelque chose qui a été montré aux États-Unis sur... dans les banques, sur quand est-ce qu'on va serrer la main au client, quand est-ce qu'on va lui donner sa carte de visite après la visite. Souvent, il y avait un traitement différencié entre les consommateurs noirs et les consommateurs blancs. Et plus récemment encore, une étude réalisée par des collègues économistes qui sont à Paris-Est, Paris 12, c'est ça. Et eux, ils se sont intéressés à 7 marchés, donc ils ont étudié 7 marchés, donc c'est des marchés assez variés. Donc on a le marché de la voiture, de l'achat de voiture, de l'assurance, de la formation, des mutuelles, des chambres d'eau. Donc ils ont même repris notre étude et puis ils l'ont fait à une échelle assez importante. On a contacté 160 chambres d'hôtes, eux ils en ont contacté 1500. Donc c'est une échelle c'est beaucoup plus importante, et ils ont retrouvé nos résultats, donc en montrant qu'il y avait sur tous les marchés qu'ils ont étudiés, donc sur 7 marchés, ils ont montré qu'il y avait des discriminations quasi systématiques en fonction de l'origine. Okay. Donc aujourd'hui, on a une bonne connaissance des situations sur le marché français, de l'existence de discrimination systémique systématique en fonction du nom des origines supposées des consommateurs. Et où il y a un discours sur les discriminations assez important et très présent. Le problème de ce discours, c'est qu'il est de plus en plus critiqué. Et pourquoi est-ce que ces études sur la discrimination sont critiquées ? La première raison, c'est parce que, comme Valérie l'a dit, l'accent est beaucoup mis sur l'aspect juridique. C'est-à-dire qu'on va beaucoup discuter les discriminations d'un point de vue juridique, mais non pas, et d'autres personnes critiquent ça parce qu'ils disent qu'on n'a pas un discours politique. Ça veut dire qu'en parlant des discriminations de façon juridique, on va en quelque sorte dépolitiser le problème des discriminations. On va s'intéresser aux discriminations comme quelque chose de pragmatique, mais on va oublier qu'il y a des idéologies derrière et on ne va pas utiliser les termes comme racisme ou sexisme. Ça, c'est une première critique. La deuxième critique qui est liée, c'est de dire également qu'on a une approche très pragmatique quand on étudie les discriminations, et que l'objectif souvent des études sur les discriminations, c'est de dire il faut que les gens aient accès au marché. Okay, il faut que les gens puissent avoir accès au marché. Mais souvent, ces études-là ne vont pas réfléchir sur qu'est-ce qu'un marché, comment est-ce que le marché s'est créé. Et ils ne vont pas avoir une critique de l'idéologie on va dire qu'ils ne vont pas avoir une critique de l'idéologie néolibérale qui a favorisé la création du marché. Donc, on se retrouve ici à une discrimination qui se veut pragmatique, mais en même temps qui ignore que, en parlant de marché, on parle immédiatement d'un contexte idéologique. Donc voilà, donc il y a eu donc j'ai créé avec des collègues aux États-Unis, on a créé un réseau de recherche qui va s'intéresser à ça, qui va s'intéresser à l'interaction des deux idéologies, le racisme et l'idéologie néolibérale. On veut voir un peu comment ces deux idéologies influencent la vie des consommateurs, la vie des citoyens, et comment ça influence la société contemporaine. Donc c'est un réseau cross-disciplinaire, il y a des marketeurs, mais également des historiens, des économistes, des sociologues, des anthropologues.
international, beaucoup d'Américains, quelques Français, des Anglais, mais également des Australiens, et critiques. Donc, c'est un réseau critique. On ne va pas simplement s'intéresser, on ne s'intéresse pas au marché et à la race de façon naturelle. On ne considère pas que c'est des construits biologiques, on considère que c'est des construits sociaux et on a une approche critique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux relations de domination sur le marché, à travers le marché et à travers le racisme. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, donc Christophe Vitton. En fait, je me posais des questions sur la première analyse sur les 160 chambres d'hôtes. Est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite sur, premièrement, la relation entre prénom et nom? Est-ce que, enfin, ou peut-être dans les études suivantes, est-ce que justement, si c'était le même prénom, mais les noms changeaient, les noms de famille changeaient, est-ce qu'il y avait la même discrimination ou pondérée ou voilà? Et une autre question liée à ça, est-ce qu'il y a eu une version temporelle, c'est-à-dire de voir est-ce que ces discriminations augmentent ou enfin évoluent au cours du temps ou pas, voilà. C'était vraiment une toute petite étude, hein, donc on s'est intéressé à ça, mais c'est vrai que c'est intéressant comme question, comme point. En fait, il faut juste qu'on refasse l'étude. Oui, moi j'avais une question qui va dans le même sens. Vous avez parlé du nombre de mots dans les réponses. Et en fait, est-ce que vous êtes intéressé au lexique? Est-ce que votre analyse de contenu, elle est un peu plus fine, un peu plus lexicale? Elle aurait pu être comme ça. Il y a des études qui font ça, mais pour l'instant, on a voulu avoir des résultats assez parlants. C'est vrai qu'on peut également essayer d'analyser les émotions, ou si la personne, par exemple, si elle félicite, ça c'est quelque chose qui avait été fait dans d'autres études, on analyse si les gens vont féliciter le couple pour le mariage. C'est ce que je me disais, l'usage de formules de politesse, par exemple, qui serait récurrent dans certains cas, bien sûr. au détriment d'autres. On l'a pas fait, non, ça serait peut-être qu'on devrait prendre des notes. Y a-t-il d'autres questions? La question que tout le monde se pose, c'est comment lutter surtout contre les discriminations. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes là, vous jugez du phénomène, donc on voit bien qu'il y a un problème. Et après, concrètement, donc on voit bien Airbnb, par exemple, n'a pas bien réussi à faire ça. Est-ce qu'il y aurait des pistes plus intéressantes que d'uniformiser Moi, je pense qu'il y aurait des pistes, notamment que les consommateurs qui louent peut-être à des gens justement de couleur noire témoignent aussi du fait qu'on a loué à une personne qui avait une consonance soit au niveau du nom, soit au niveau de la couleur de peau différente et que ça s'est extrêmement bien passé. Ou même, là, on est beaucoup sur l'ethnicité, mais il y a aussi beaucoup les orientations sexuelles aussi, où il y a beaucoup de discrimination. Et même au sein des orientations sexuelles, notamment les bisexuels sont beaucoup plus discriminés que les homosexuels. Enfin, il y a encore toute une hiérarchie au niveau des différents... de cela. Donc, en fait, je pense qu'on a aussi... Est-ce qu'on a une responsabilité? Je ne sais pas, mais en fait, on pourrait aussi témoigner du fait que ça se passe aussi très bien. Notamment, moi, je pense aussi au Bon Coin, où là, on voit beaucoup de discrimination qui n'est jamais dite. En tout cas, moi, j'ai vu ça sur mes recherches. Et voilà. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt nous-mêmes à dire, on a une personne qui est venue, qui s'appelait Mohamed, enfin exactement les prénoms qu'on a dit, et finalement, la personne était très sympathique, très bien, c'est très bien passé. Peut-être que ça changerait le regard des gens et la peur en fait, parce que souvent, et bien évidemment, c'est l'émotion de peur effectivement qui l'emporte. Donc, je pense que ce serait une des solutions qui serait de notre ressort. Nous. Ouais. Pour Airbnb, une des solutions, c'était de mettre des commentaires. Des commentaires pour les consommateurs noirs. Donc, à partir du moment où ils avaient plus de commentaires, là, les gens avaient plus de confiance, donc il y avait moins de risques de discrimination. Donc, c'était une étude qui a été réalisée assez récemment. Pour montrer comment les commentaires permettaient de diminuer les discriminations. Donc, finalement, la question, c'est pour les nouveaux entrants sur la plateforme.
C'est comment est-ce qu'on fait pour créer des commentaires sur ces gens-là. Oui, mais merci pour votre exposé, mais j'aurais une réflexion. Quand on crée une plateforme noire BNB, est-ce que c'est pas discriminant par rapport à Airbnb tout court? Est-ce qu'un blanc peut aller sur cette plateforme? Et est-ce qu'on répond pas? Voilà. Eux, leur objectif, Est-ce c'est que de du dire, coup, c'est de dire que on est assez. Eux, leur objectif, c'est on ne discrimine pas. C'est-à-dire qu'on cible. Oui, mais- On cible, mais on ne Mais discrimine là pas. aussi, c'est votre interprétation peut-être. Bah non, mais Non. le problème, c'est que le ciblage, après, il y a une différence entre. C'est vrai qu'on a expliqué la différence entre discrimination, racisme et inégalité, mais aussi, le problème, c'est discrimination. Au départ, ça n'avait pas une connotation négative. On a rajouté la connotation plus récemment. Mais le ciblage, c'est une pratique marketing normale. Et c'est ça finalement le problème de l'uniformisation, c'est quand est-ce que on arrête de cibler pour discriminer. Donc c'est ça. Donc avoir une plateforme qui s'adresse qu'aux noirs, d'accord. Mais elle s'adresse essentiellement aux noirs. Est-ce qu'un consommateur blanc qui irait sur cette plateforme, est-ce qu'il va se faire discriminer? Donc, ça c'est quelque chose à tester aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais encore moi une question sur le... Et si les deux prénoms étaient du même sexe, en fait, deux hommes ou deux femmes, est-ce que vous avez pu explorer ou est-ce que des études explorent ce type de discrimination? Je ne sais pas dit, mais la méthodologie qu'on a utilisée, ça vient de cette étude-là qui a été réalisée en 2012 sur des couples de même sexe. Donc, voilà, donc les mesures, tout ça, ça vient de cette étude-là, et ils montraient pareil des différences en termes de réponse, mais surtout sur les traitements. Et eux, ils avaient fait une analyse lexicale pour répondre à votre question, et ils montraient qu'en effet, un couple de même sexe avait moins comment on dit, Moins discriminé. non, ceux qui avaient un couple homosexuel recevait moins de félicitations. De félicitations. Les félicitaient moins sur. Mais aussi, je pense que c'est des choses qui vont évoluer aussi, certainement. Parce que, notamment sur l'homosexualité, notamment sur ce thème, et j'espère aussi sur l'ethnicité, mais voilà, donc ce serait certainement des études en fait, à refaire. De manière longitudinale, c'est vrai qu'on a l'impression que les choses évoluent assez vite, notamment sur l'homosexualité. Oui, sur l'homosexualité, ça évolue peut-être encore plus vite. Enfin, c'est le sentiment qu'on en a, effectivement, par rapport à l'ethnicité. Ah, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous attacher plus spécifiquement aux chambres d'hôtes? Est-ce que c'est Airbnb qui vous a... Qu'est-ce qui a motivé finalement cette recherche-là dans ce secteur-là? En fait, au départ, ce qui nous intéressait, c'était d'utiliser des clients mystères, comme ce qui a été réalisé dans la banque. Le problème, c'est que les clients mystères, c'est une méthodologie assez lourde et assez coûteuse. Et donc, on a découvert ce papier-là qui a été réalisé sur les chambres d'hôtes aux États-Unis. On s'est dit, on peut essayer de reproduire ça dans le contexte français. Mais c'est vrai que on n'a rien contre les chambres d'hôtes, simplement un terrain à investir. Et c'est d'autant plus intéressant aussi de le faire dans ces secteurs-là. Voilà, c'est du tourisme, c'est pas comme les enjeux du travail où c'est peut-être un peu plus, les enjeux sont un peu autres. Là, c'est du tourisme et c'est encore plus intéressant lorsque c'est de la consommation collaborative, parce que là, on se veut, voilà, on est ensemble, c'est l'entraide, c'est le partage, etc. Alors qu'on voit qu'on reproduit exactement les mêmes discriminations que sur un marché, en fait. Donc c'est là où ça pose encore d'autres questions, même si je vous dis le principe de la consommation collaborative, c'est quand même l'entraide. Donc, ça pose question, quoi. Il y avait peut-être une personne qui... Oui. C'était pas une question, c'était plus pour rebondir sur justement les chambres d'hôtes, parce que là, du coup, l'étude, elle avait été faite sur des chambres dans toute la France, j'imagine, c'est ça? Et après, personnellement, je pense que c'est aussi... Les résultats auraient peut-être été différents si, par exemple, vous aviez ciblé que l'Île-de-France, ou je pense que c'est aussi... Ouais. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on les a choisis au hasard sur tout le territoire français. Mais c'est vrai qu'on aurait pu choisir
des régions différenciées, Ouais. et puis voir s'il y a des différences entre les régions. Par les régions, il y a plus de mixité, on va dire. Je pense que les résultats Oui, ont été sûrement. probablement différents. Ouais. Ça aurait été intéressant de faire sur ruralité versus ville. Et là, je pense que les résultats auraient Peut-être qu'il y été, à aura mon des avis, réponses très aussi. significatifs, me semble-t-il. Mais ouais. Après aussi, il faut être crédible. Le problème, c'est la lune de miel en région parisienne. Il y a un critère de crédibilité qui n'y est plus. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Est-ce que les étudiants qui sont devant ont des questions à poser? Ils attendent leur cours. Ils attendent leur cours. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour Merci, cette merci à vous. conférence. Merci. Merci. Alors, juste un petit mot pour vous dire qu'on se retrouve à peu près dans un mois. On vous donnera la date définitive pour une conférence qui aura lieu sur le trading cette fois-ci. Et puis, pour vous dire aussi qu'on va se retrouver pour un petit café à l'extérieur. Voilà. Merci à tous.